Ceci est la troisième et dernière partie de l'histoire des deux amies Nadège et Clarisse qui cherchent des solutions pour échapper à cette secte qui est aux trousses de Clarisse, voulant coûte que coûte achever le projet funeste qu'ils ont commencé. Donc par la suite, après avoir cherché en vain une solution auprès des différentes brigades de police en vain, s'étaient retournées chez Nadège, elles étaient désespérées, ne sachant plus vers qui se tourner. Clarisse, tremblante, se recroquevilla sur le canapé, tandis que Nadège faisait les 100 pas dans le salon, cherchant désespérément une solution. C'est alors qu'une maman du quartier, une femme d'un certain âge respectée par tous, remarqua leur détresse. Inquiète, elle s'approcha de la porte ouverte et demanda doucement. « Mes filles, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi êtes-vous si perturbées ?» Clarisse, encore sous le choc, voulut empêcher Nadège de parler, mais cette dernière, à bout de nerfs, sentit qu'elle ne pouvait plus porter ce fardeau seule. Après quelques hésitations, elle se confia à la vieille dame, racontant toute l'histoire, du début jusqu'à la menace de Jérôme ce matin-là. La maman du quartier écouta attentivement, son visage se durcissant au fur et à mesure du récit. Elle resta silencieuse un moment, réfléchissant profondément, puis leur promit. « Si la police refuse de veiller sur vous, alors les habitants du quartier s'en chargeront. Personne ne viendra troubler votre quiétude ici, vous avez ma parole. » Elle sortit immédiatement pour en parler aux jeunes du quartier, qui, avec un esprit de solidarité et d'entraide, décidèrent de prendre les choses en main. Rapidement, des groupes de jeunes hommes s'organisèrent pour veiller devant la porte de Nadège. Certains jouaient à des jeux de société, d'autres discutaient, tandis que d'autres encore s'amusaient à taper dans un ballon. Une présence constante s'installa autour de l'habitation, assurant que les deux amis ne seraient jamais seuls. Le soir venu, Jérôme, constatant que les filles n'avaient pas respecté le rendez-vous, les appela à plusieurs reprises. Les sonneries résonnaient dans le silence de la nuit, mais ni Clarisse ni Nadège ne répondirent. Jérôme, fou de rage, décida alors d'user des moyens forts. Aux environs de minuit, il se rendit à l'habitation de Nadège avec deux hommes de main, bien décidés à emmener Clarisse de force. Cependant, à leur grande surprise, ils tombèrent nez à nez avec les jeunes qui veillaient sur place. Un échange tendu s'ensuivit. Les jeunes du quartier, déterminés à protéger Nadège et Clarisse, ne reculèrent pas. Malgré les menaces, ils résistèrent, formant un rempart devant la porte de Nadège. Jérôme, voyant que la situation n'allait pas en sa faveur, recula temporairement. Mais il ne comptait pas en rester là. Il tenta de revenir forcer le passage plusieurs fois, et à chaque fois, il venait accompagné d'un nombre plus important d'hommes avec lui, essayant d'intimider les jeunes. Cependant, la solidarité du quartier était plus forte que jamais. À chaque incursion, les jeunes répliquaient, chassant les intrus. Les va-et-vient étaient incessants. Au dehors c'était très enflammé, les murmures et les bruits de lutte à l'extérieur ne laissaient aucun répit à Clarisse et Nadège, qui restaient éveillées. Témoin de cette bataille acharnée, Clarisse mesura à quel point la situation était grave. Et jusqu'où sa jalousie et ses erreurs avaient conduit tout le monde. Et elle pleurait de tristesse et de reconnaissance à la fois. Elle était reconnaissante envers son amie Nadège qui pourtant n'était pas concernée dans cette affaire et bien au contraire avait toutes les raisons de se détourner d'elle, mais qui malgré tout se débat et cherche activement des solutions pour qu'elle s'en sorte. Elle pleurait de reconnaissance également pour cette maman du quartier et tous ces jeunes, qui n'étaient ni de loin ni de près concernés par cette affaire, et qui malgré tout se risquaient à affronter ce Jérôme et ses hommes de main pour elle. Pendant ce temps, au dehors, les tentatives répétées de Jérôme ne faisaient que renforcer la détermination des jeunes, le danger était palpable, et il était clair que Jérôme et son organisation ne comptaient pas abandonner. Au lever du jour, Nadège était décidée à ne pas baisser les bras. Elle savait qu'il fallait trouver une solution, et que les jeunes malgré leur détermination et leur bonne foi, n'allaient pas tenir éternellement. Elle décida à nouveau de repartir à la police en compagnie de Clarisse, mais cette fois, elle était accompagnée de la maman du quartier et de quelques jeunes. Arrivées, elles demandèrent une nouvelle fois de l'aide. Mais leurs appels à l'aide restèrent sans réponse. Les autorités policières semblaient hésiter, évitant de s'impliquer, chacun cherchait une excuse ou faisait semblant d'écouter pour ne rien entreprendre comme action ensuite. Découragé, le groupe était sur le point de quitter les locaux du commissariat, accablé et sans solution, quand une jeune policière s'approcha discrètement de Nadège. Et sans un mot, la jeune policière lui glissa un petit papier dans la main, puis s'éloigna rapidement, regardant autour d'elle pour s'assurer que personne ne l'avait vue. Nadège sortit du commissariat avec ses amis et déplia immédiatement le papier. Dessus, étaient écrits quelques mots. « Contactez-le, il saura vous aider », suivi d'un numéro de téléphone. Sans perdre une seconde, elle composa le numéro. Après quelques sonneries, une voix grave d'homme répondit au bout du fil. Nadège expliqua rapidement qu'elle avait besoin de rentrer en contact avec une personne qui pourrait les aider et qu'il semble être cette personne-là. L'homme, calme et posé, leur dit de venir le voir, il leur indiqua là où il se trouvait présentement. Et à ses explications c'était un peu à la sortie de la ville.
Sans hésiter, tout le petit groupe, composé de Nadège, Clarisse, la maman du quartier, et les jeunes, se mit en route. Après un trajet qui sembla durer une éternité, ils arrivèrent finalement, à l'endroit indiqué, et c'était en fait devant un camp militaire. Ils se renseignèrent à la guérite auprès de la sentinelle en donnant le nom de l'homme et en disant qu'il leur avait donné rendez-vous ici. C'est ainsi qu'ils furent annoncés et, après les vérifications d'usage, on les laissa entrer. L'atmosphère du camp était solennelle, presque intimidante. Ils furent conduits à un bureau où un jeune capitaine, portant un béret rouge, les attendait derrière son bureau. Son regard était vif, et il leur fit signe de s'installer. Le capitaine écouta attentivement toute l'histoire, ne les interrompant que rarement pour demander des précisions. À la fin de leur récit, le capitaine prit la parole d'une voix ferme mais rassurante. Votre cri de détresse a trouvé un écho. C'est pour protéger les citoyens que nous nous sommes engagés, et nous ne pouvons permettre que de telles injustices se produisent dans ce pays, sous nos yeux. Le capitaine réfléchit un instant, puis proposa une solution. Nous allons aménager une résidence ici, au camp, pour vous loger en toute sécurité. Vous serez tranquille le temps que nous trouvions une solution à cette affaire. Mes hommes veilleront sur vous. Un sentiment de soulagement se répandit dans la pièce. Pour la première fois depuis le début de cette affaire, Nadège et Clarisse ressentirent une lueur d'espoir. Elles étaient désormais sous la protection d'un régiment d'élite, la 101e régiment d'infanterie commando. Le capitaine et ses hommes allaient prendre les choses en main, et la lutte contre l'organisation occulte prenait désormais une toute autre tournure. Les deux jeunes femmes furent installées dans une petite résidence discrète à l'intérieur du camp militaire, sous la protection constante des soldats du capitaine. Dès leur arrivée, le capitaine commença à déployer ses efforts pour résoudre cette affaire en contactant les instances compétentes. Son premier objectif était de remettre Jérôme derrière les barreaux. Cependant, à sa grande surprise, il se heurta à des refus catégoriques, à des réponses vagues, voire à de véritables actes de dédain. Pire encore, des membres placés de l'organisation occulte, sentant la pression monter, entrèrent en contact avec les supérieurs du capitaine pour tenter de le dissuader de continuer son enquête et lui ordonner de faire sortir les femmes du camp. Les menaces se multiplièrent, mais c'était mal connaître le capitaine. D'un caractère droit et intraitable lorsqu'il s'agissait de justice, il refusa catégoriquement de céder à ces intimidations. Pour lui, il était hors de question de se détourner de son devoir de protéger les innocents. Un autre jour passa ainsi, avec les tensions qui montaient tant du côté du capitaine que de l'organisation occulte. Le temps pressait pour Jérôme et ses acolytes. S'il n'avait pas Clarisse d'ici 48 heures, 5 personnes au placé de la secte allaient connaître la mort, une sanction vraiment redoutable inscrite dans les règles strictes de leur secte. Les menaces pleuvaient sur le téléphone du capitaine, mais il resta de marbre, refusant de se laisser intimider. L'organisation, désespérée, décida d'envoyer un commando de 10 hommes pour infiltrer le camp et enlever Clarisse. Mais le capitaine, fin stratège, avait anticipé ce coup. Il laissa le commando s'avancer sur une certaine distance, les observant attentivement, puis, au moment opportun, ses hommes surgirent et capturèrent les assaillants, les mettant immédiatement en état d'arrestation. Ce premier échec n'arrêta pas l'organisation. Plusieurs autres commandos clandestins furent envoyés, essayant d'attaquer sous différents angles. Mais chaque fois, ils se heurtèrent à la vigilance et à la maîtrise du terrain des soldats du capitaine. Certains assaillants furent capturés, d'autres mis en déroute, incapables de franchir les défenses du camp. Finalement, le 3e jour arriva. La tension était à son comble du côté de la secte, car le temps était écoulé. Et comme redouté, les conséquences ne se firent pas attendre. Au lever du jour, des nouvelles étranges et troublantes circulèrent dans la ville. 5 personnalités célèbres dans la ville étaient mystérieusement décédées dans la nuit, des morts inexplicables qui secouèrent toute la communauté. L'onde de choc fut telle que les arrestations se multiplièrent, y compris celle de Jérôme, qui, désormais sans protection, se retrouva à nouveau derrière les barreaux. La bravoure du capitaine, qui avait résisté à toutes les pressions, ne passa pas inaperçue. Son courage et son intégrité éveillèrent les consciences au sein d'autres corps habillés. Plusieurs membres des forces de l'ordre, jusqu'alors réticents ou complices, se rallièrent à sa cause. Le réseau occulte, autrefois puissant et redouté, fut méthodiquement démantelé. Même les personnes les plus haut placées, celles qui pensaient être intouchables, furent arrêtées. Ce fut une victoire éclatante pour la justice, mais surtout pour Nadège et Clarisse, qui retrouvèrent enfin la paix après tant de jours de tourmente. Le capitaine, fidèle à ses principes, avait non seulement sauvé des vies, mais aussi restauré la foi dans la justice et l'ordre. C'est la fin de cette série d'histoires, j'espère que vous l'avez aimée, merci d'avoir regardé les 3 séries. Abonnez-vous, likez et partagez pour avoir plus d'histoires comme celle-ci.